Nous commençons donc ce journal avec les sirènes qui ont retenti cette nuit dans le centre du pays. Oui, après plus de 24 heures sans alerte, les habitants du centre d'Israël ont dû se rendre une nouvelle fois aux abris. Un missile sol-sol du Liban a été tiré en direction d'Israël. Il a été intercepté. Aucun blessé n'a été signalé. Hier, toute la journée, les sirènes ont retenti dans le nord d'Israël. Oui, à Haïfa, Nahariya, dans la Haute-Galilée et dans de nombreuses localités du nord du pays, les sirènes ont retenti en raison de tirs incessants depuis le Liban, des tirs du Hezbollah bien entendu. Certaines roquettes ont été interceptées et d'autres tombées en zone inoccupée et il n'y a pas eu de victimes déclarées. En tout cas, Tsahal a riposté. La riposte ne s'est pas fait attendre. Oui, afin d'empêcher les tirs du Hezbollah sur une large partie du pays, Tsahal a donc lancé une série de frappes sur des sites de lancement de l'organisation terroriste au Liban. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, lui, s'est adressé hier soir aux habitants du nord d'Israël. Mais dans un message vidéo, il a tenu à être clair. Il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban, alors que Tsahal met en garde contre les poursuites des tirs du Hezbollah, y compris vers les zones éloignées de la frontière. Israël continue donc, comme nous l'avons vu, ses frappes. Objectif, garantir la sécurité des populations du nord. Et dans ce même message, Benyamin Netanyahou a évoqué une évolution diplomatique majeure. Oui, il a une annonce qui a surpris puisqu'il a annoncé avoir donné instruction d'ouvrir des négociations directes avec le Liban à la suite des demandes répétées, dit-il, de Beyrouth. Deux objectifs sont affichés, le désarmement du Hezbollah et la conclusion d'un accord de paix durable entre les deux pays. Le Premier ministre israélien estime ainsi que les succès militaires récents, notamment face à l'Iran et à ses alliés, ont renforcé la position d'Israël dans la région. Et justement, à propos de forces militaires, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset a donné son feu vert à une mobilisation massive de réservistes. Et avec 400 000 soldats qui pourraient être appelés d'ici le 14 mai dans le cadre de l'opération Rugissement du Lion, un vote serré, 8 voix contre 6 et 2 abstentions. Lors de la réunion qui s'est donc tenue hier, les responsables militaires ont dressé un état des lieux sur les fronts iranien et libanais. Et un message est clair, le cessez-le-feu reste fragile. Et selon le président de la commission, Boaz Bismuth, les combats pourraient reprendre dans les prochains jours. Et puis cette décision historique, selon un média israélien, le cabinet de sécurité aurait approuvé la création de 34 nouvelles localités en Judée-Samarie. Une décision prise, on le comprend, dans la plus grande discrétion afin d'éviter des pressions diplomatiques américaines en pleine campagne militaire. Et c'est un record, jamais autant de nouvelles implantations n'avaient été validées en une seule fois. Plusieurs sites sont isolés, certains situés au cœur des zones A et B, des zones où Tsahal intervient rarement en temps normal, ce qui pose déjà des défis sécuritaires importants. Et puis malgré la guerre, la bourse de Tel Aviv, elle tourne à plein régime. Oui, après de 6 milliards de shekels qui ont été échangés chaque jour au mois de mars, à un niveau donc record. C'est des fois plus qu'il y a un an et encore une hausse sur le mois précédent. En cause, un afflux d'investisseurs particuliers comme institutionnels, attirés par la flexibilité du marché en période d'incertitude. Un signal fort donc, même en pleine crise sécuritaire, l'économie israélienne continue de montrer une capacité de résistance. Et puis on va terminer avec donc la cérémonie de Yom HaAtzmaut qui se tiendra en direct avec du public le 21 avril prochain si le cessez-le-feu est maintenu. Mais c'est la condition bien sûr qui a été posée. Les premiers porteurs des flambeaux ont déjà été dévoilés avec un hommage cette année appuyé aux combattants et aux civils engagés, parmi eux Harry Spitz, un soldat grièvement blessé à Gaza, devenu un symbole de la résilience après de longs mois de rééducation. Une cérémonie qui émettra donc en lumière la force de la société israélienne entre engagement, solidarité et capacité à se relever malgré la guerre.
Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce vendredi 10 avril 2026 avec un temps qui sera partiellement nuageux avec une légère hausse des températures. Des pluies locales sont quand même attendues dans le nord du pays avec des risques d'orages isolés pour la suite de la semaine. Pas de changement notable. Les températures prévues aujourd'hui en Israël, il fera jusqu'à 19 degrés à Haïfa, 21 degrés à Tel Aviv, 21 degrés à Ashdod, 17 à Jérusalem, 22 degrés à Beersheva et 29 degrés à Eilat. Le journaliste Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs de Kalita. Alors, on va essayer d'abord de parler chiffres avec Tzahal qui a révélé ce matin des chiffres concernant cette guerre entre Israël et l'Iran, cette opération en tout cas militaire en Iran, avec, il faut bien le dire, Stéphane, des chiffres assez impressionnants. Oui, ce sont des chiffres impressionnants vu le nombre d'opérations qui ont été menées sur le territoire iranien, mais pas que sur le territoire iranien, parce qu'il y a eu aussi certaines opérations, évidemment, qui ont été menées sur le territoire libanais. On n'a pas encore complètement tous les chiffres, mais on voit qu'il y a un nombre d'opérations qui monte à plus de 15 000 opérations, si mes souvenirs sont bons, sur le territoire iranien, avec énormément, je dirais, de destruction d'infrastructures du régime des Mollahs, d'élimination, évidemment, de personnalités qui sont liées au régime de la République islamique. Donc, on voit qu'il y a eu pendant, je dirais, pratiquement 40 jours, des opérations qui ont été menées dès le premier jusqu'au dernier jour pour justement je dirais, affaiblir le plus possible ce régime. On voit le résultat. Il n'a pas été jusqu'au bout, malheureusement, parce qu'il aurait peut-être fallu aller encore un peu plus loin. Mais toujours est-il qu'on voit que ce régime va avoir énormément de mal à se relever. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou un rapport par rapport à l'opération militaire du mois de juin 2025 ? C'est une dimension autre, en fait. Oui, c'est une dimension autre. Là, au mois de juin dernier, ça avait duré que quelques jours et on avait été, je dirais, arrêté dans notre élan, entre guillemets. Là, cela a duré 40 jours. Là aussi, dans le fond, on a peut-être été un petit peu arrêté aussi dans notre élan et on aurait pu encore continuer. Mais c'est vrai qu'on est sur une autre dimension. Il faut savoir aussi qu'au mois de juin, la donne était différente. Il n'y avait pas d'ailleurs au mois de juin dernier ces manifestations d'Iraniens dans la rue avant que l'opération commence. Là, il y a eu toutes ces opérations avec ces pratiquement 40 000 Iraniens qui sont tombés. D'ailleurs, dans le fond, si on doit rappeler aussi quelque chose, ce cessez-le-feu, c'est peut-être eux les grands perdants de ce cessez-le-feu, ces Iraniens qui se sont battus pour la liberté. Maintenant, ce n'est pas terminé. On est dans cette période qui va durer 12-15 jours, personne ne le sait concrètement, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est sur des données complètement différentes parce que il y a eu les infrastructures économiques, il y a eu les infrastructures militaires, il y a eu les infrastructures sociétales qui ont été franchement touchées, je dirais, sur le territoire iranien, et cela va donner de toute façon du grain à moudre justement à ces manifestants pour qu'ils puissent reprendre, je dirais, leur bâton de pèlerin, leur volonté de vouloir se battre, et on va voir comment le régime iranien, même si ce régime pour le moment crie victoire, va pouvoir se relever de cela. Alors, même si on voit que ce bilan est quand même assez impressionnant avec beaucoup de frappes et puis une certaine destruction des institutions et des installations militaires iraniennes, cette victoire, pour certains en tout cas, a un goût amer. La question est de savoir est-ce que c'est une victoire et de quel côté on se porte. Pour les Iraniens, ils considèrent ça comme une victoire parce que concrètement, le régime est toujours là. En Israël, c'est vrai qu'il y a un certain goût amer parce que c'est vrai qu'il y avait au début de cette guerre, parce que c'est pas une opération, c'était une guerre qui était menée. Il y avait 3 objectifs: la destruction du régime des Mollahs, le contrôle du nucléaire iranien et la destruction des missiles balistiques. Pour le moment, on n'y est pas complètement arrivé, même si on y est arrivé, enfin en partie. Donc il va falloir maintenant se donner ces 15 jours pour voir comment les choses vont être traitées.
Alors c'est vrai qu'il y a ce goût amer parce qu'on aurait voulu aller jusqu'au bout, parce qu'on sent que la menace concrètement, elle est toujours là pour Israël. Vous savez, dans le fond, la guerre entre l'Iran et Israël n'a pas commencé, je dirais, ou l'année dernière, ou le 28 février dernier. Elle a commencé il y a 47 ans, au moment où le régime des Mollahs a pris le contrôle d'Iran. Je dirais la cible de ce régime était le territoire israélien et la volonté de détruire le territoire israélien. Donc c'est pas nouveau. Là, on a eu une fenêtre de tir. Elle n'est pas terminée. Il faut, je pense que de toute façon, si on en restait là actuellement, dans le cadre actuel, on serait dans l'obligation, je pense, de reprendre les combats, je dirais, dans les mois, dans les années à venir, parce que ça ne sera pas terminé, et on verra un Iran qui va devoir se reconstituer, qui va reconstituer son arsenal, qui augmentera son taux d'enrichissement d'uranium, et donc on voit que les choses ne sont pas complètement terminées. Pour terminer, Stéphane, un petit mot sur, on va dire, le partenariat, la collaboration entre les États-Unis et Israël. On a vu au début vraiment un partenariat total, avec des opérations qui ont été convenues ensemble pratiquement sur tout le long. Et cette fin qui a un peu surpris avec cette négociation qui ont été décidées par le président Trump entre l'Iran et les États-Unis. Ça vous a surpris, cette décision du président Trump ? Oui et non. Oui et non, dans le sens où, quand j'ai entendu que le Pakistan commençait à prendre la main sur les négociations, j'ai compris qu'on serait hors de la boucle, puisque le Pakistan ne reconnaît pas l'État d'Israël. Donc je voyais mal comment le Pakistan pouvait inviter Israël à la table des négociations. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu hors dans la boucle, mais c'est vrai qu'il y a eu un partenariat entre les forces israéliennes et les forces américaines, au niveau militaire, mais aussi au niveau du renseignement, mais aussi au niveau, je dirais, diplomatique de l'État, je dirais, d'une façon comme on n'avait jamais vu. Il y a eu une banque de cibles qui a été commune aux deux pays, avec un partage, je dirais, des cibles, avec un partage aussi des opérations, que cela soit dans le ciel ou au niveau de la marine. Donc on a vu franchement une collaboration totale. Alors c'est vrai, une petite surprise, une certaine gueule de bois qu'on a tous eu, je dirais, il y a quelques jours, au moment où on a appris ce cessez-le-feu. On aurait voulu que ça aille encore un peu plus loin, mais c'est vrai que la surprise, dans le fond, elle était au rendez-vous sans l'être, puisqu'on voyait qu'il y avait un pays qui s'appelle le Pakistan qui a tout fait pour, et qui continue d'ailleurs de vouloir amener les Iraniens à monter au créneau en disant « nous sommes prêts à venir aux négociations à la condition que Israël arrête ses bombardements » au Liban. Or, pour le moment, c'est le Hezbollah qui tire sur le nord d'Israël. Très bien, merci en tout cas Stéphane Godin pour toutes ces explications, et on va vous souhaiter une bonne journée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous tous. Merci beaucoup Stéphane. Et nous commençons cette revue de la presse avec le Yediot Ahronot qui fait sa une sur la situation sécuritaire et diplomatique au Liban, avec un titre en première page, Yorim Vemedabrim, tir et négociations. Israël s'apprête à ouvrir dans les prochains jours des négociations directes avec Beyrouth. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Une décision prise après les frappes massives de Tsahal contre le Hezbollah et selon plusieurs sources à la demande du président Donald Trump. Mais pas de cessez-le-feu. Binyamin Netanyahou l'assure, les discussions se mèneront sous le feu. En parallèle, Washington appelle quand même à des frappes plus discrètes avec un profil plus bas. Objectif côté israélien selon le Yediot Ahronot, désarmer le Hezbollah et avancer vers un accord. Un spécialiste de la sécurité met en garde contre ce qu'il appelle des pourparlers pour nulle part. Dans une analyse publiée ce matin dans le Yediot Ahronot, Tzachi Hanegbi alerte sur un possible tournant stratégique. Selon lui, après l'hésitation des États-Unis face à l'Iran, l'équilibre régional pourrait basculer. Le risque, voire l'axe chiite affaibli ces dernières années, reprendre confiance et se renforcer. Pour Téhéran et ses alliés, le message est clair, Washington recule. Conséquences possibles, un Hezbollah et un Hamas plus offensifs et une montée des tensions dans toute la région. Pour Tzachi Hanegbi, la conclusion est claire. Malgré les succès militaires, la guerre est loin d'être terminée. Israël doit donc se préparer à un conflit long et incertain.
Et Tsahal dévoile ce matin l'ampleur de la campagne aérienne contre l'Iran, avec des chiffres qui sont relayés par les sites d'information, notamment par le Ynet ce matin, avec plus de 8500 sorties opérationnelles, dont plus de 1000 frappes directes en territoire iranien. Au total, plus de 10 000 cibles ont été touchées, avec des milliers d'infrastructures visées et plus de 18 000 munitions utilisées. Côté iranien, les dégâts sont considérables. Une grande partie des capacités militaires et industrielles auraient été détruites. Mais en Israël, nous dit le site Ynet, le prix est lourd. Plus de 8600 alertes ont retenti à travers le pays et environ 2500 personnes ont été blessées et plusieurs sont morts au cours de cette période de guerre, sans oublier un coût économique estimé à plus de 37 milliards de shekels. Malgré ces réussites impressionnantes en Iran, des experts tirent la sonnette d'alarme. L'Iran serait encore à quelques mois seulement de la bombe nucléaire. C'est ce que explique Rafi Miron, qui était vice-directeur du Conseil de la sécurité nationale. Selon lui, Téhéran disposerait déjà de suffisamment d'uranium enrichi pour produire plusieurs bombes. Et surtout, le savoir-faire est là. La fabrication d'une arme pourrait se faire rapidement et dans des installations difficiles à détecter. Conclusion donc inquiétante dans le Israel Hayom ce matin. Les frappes ont relaté le programme, mais sans l'arrêter. Dans l'Israël Hayom aussi, un ancien haut responsable du renseignement s'interroge ce matin qu'a réellement gagné Israël face à l'Iran. Et selon Chaim Tomer, un ancien du Mossad, Téhéran n'a pas cédé. Le régime est affaibli, mais toujours en place, et surtout l'uranium enrichi reste sur son territoire. Autre point d'inquiétude, la poursuite des combats au Liban qui pourrait entraîner une nouvelle escalade, cette fois sans soutien américain. Pour cet expert, le principal succès de l'opération est avant tout psychologique, mais sur le fond, rien n'est réglé. Il appelle donc désormais à privilégier la voie diplomatique pour éviter une guerre longue et incertaine. Puis une décision du cabinet de sécurité qui risque de faire beaucoup de bruit à l'international. Selon des révélations faites par la chaîne E24 News en hébreu, Israël aurait approuvé en toute discrétion la création de 34 nouvelles localités en Judée-Samarie. Décision justifiée selon les ministres Bezalel Smotrich et Israël Katz par une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir rapidement. Dans un document interne, ils expliquent qu'il est urgent d'agir sans savoir combien de temps ce contexte politique restera favorable. Un choix stratégique donc assumé, mais qui pourrait, selon la chaîne E24 News, raviver les tensions diplomatiques dans les prochains jours. Politique à présent avec un sondage publié par le Maarif qui pourrait redonner le sourire à Naftali Bennett. Le parti de Naftali Bennett progresse et talonne désormais le Likoud avec 24 sièges et 25 pour le Likoud. Et c'est le résultat, selon le Maarif, de la déclaration de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Mais surtout, le public israélien exprime un doute profond sur le résultat de la guerre. Seuls 32% des Israéliens, selon le Maarif, se disent satisfaits, tandis qu'une large majorité estime qu'Israël et les États-Unis n'ont pas réellement remporté de victoire. Autre renseignement marquant, un soutien massif à la poursuite des combats contre le Hezbollah. Un sondage qui traduit une opinion partagée entre fierté militaire et frustration sur le plan politique. Puis le nom de ceux qui allumeront les flambeaux lors de la cérémonie de Yom Ha'atzmaut ont été révélés. La cérémonie de l'indépendance devrait se dérouler en direct avec du public, mais sous condition le maintien du cessez-le-feu. En coulisses, le gouvernement veut maintenir une image de normalité malgré un pays encore sous tension, et le choix des porteurs des flambeaux est donc révélé ce matin par les médias israéliens. Il s'inscrit dans cette logique, mettre en avant la résilience, l'unité et la mobilisation nationale, une cérémonie hautement symbolique entre volonté de célébrer et la réalité de la guerre. Et on termine avec une femme d'exception et inspirante, Chantal Belsberg, qui est née en Belgique et venue en Israël par amour du pays, qui recevra dans quelques jours le prix d'Israël pour l'ensemble de son engagement.
Et c'est l'Israël Hayom qui dresse ce matin son portrait. Elle est la fondatrice et présidente de l'association One Family qui vient en aide aux familles des victimes du terrorisme et de la guerre. Son histoire bascule en 2001, après l'attentat du restaurant Sbarro à Jérusalem. Au lieu de célébrer la bat mitzvah de sa fille, elle décide de consacrer cet argent aux familles des victimes. De ce geste dont naît One Family, une association qui depuis accompagne des milliers de familles endeuillées, pas seulement dans l'urgence, mais tout au long de leur vie. Car pour elles, le deuil ne s'arrête pas après les premiers jours, il faut être là et encore quand tout le monde est parti. C'est ce portrait que nous terminons donc la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Radio Qualité. Nous sommes avec un spécialiste du monde arabe. Nous sommes avec Dr Ephraim Herrera. Ephraim, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, comment, d'après vous, est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer, ou peut-être que vous avez même analysé cette situation, comment le régime des Mollahs, comment le régime iranien, en tout cas de ce qui reste de ce régime, comment a-t-il accueilli ce cessez-le-feu déclaré par les États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan ? En fait, ce qu'il faut comprendre, qui est très important, dans l'islam, il est interdit de faire une armistice ou un cessez-le-feu si on n'est pas en état de faiblesse. Ça s'appelle Douf el-Mouminin, la faiblesse des croyants. Donc le simple fait que l'Iran accepte des négociations en situation de guerre montre sa faiblesse. Et c'est contraire à ces analyses qui disent que nous n'avons causé, nous et les Américains, aucun dommage aux Iraniens, alors qu'on voit bien qu'on a détruit leur aviation, une grosse partie de leur marine, une grande partie des bases militaires, les centres de recherche et développement, les laboratoires, les infrastructures qui permettent la production d'armements et encore bien d'autres, les dirigeants, une grande partie des dirigeants politiques et des dirigeants militaires. Cette situation est devenue une situation insupportable et impossible pour l'Iran, qui est bien obligé de se contraindre à des négociations qui, je le rappelle, ne vise dans l'islam qu'à obtenir du temps pour pouvoir se réarmer, se renforcer et retourner au combat. C'est la base et le modèle de Mohammed à Hudaybiyah, quand il avait perdu face à la tribu Quraïch de la Mecque, et 2 ans après, il avait rompu cet accord de manière unilatérale et conquis la Mecque à la tête de 10 000 hommes. Donc, en allant à ces négociations, les Iraniens, premièrement, montrent leur faiblesse. Deuxièmement, vont essayer au maximum de servir leurs intérêts avec la possibilité de pouvoir se réarmer à court terme, moyen terme ou long terme. Et donc, si accord il y a, la nécessité absolue sera d'un contrôle très très étroit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une probabilité non nulle que ces accords ne se réalisent pas. Nous n'avons pas les données de l'accord de cessez-le-feu qui a été fait entre les États-Unis et l'Iran. En fait, ce que vous nous dites, Ephraim, c'est que l'Iran, en fait, en acceptant ce cessez-le-feu et en acceptant toutes les négociations, c'est un subterfuge, en fait, pour gagner du temps. C'est toujours un subterfuge. La guerre est tromperie dans l'islam. C'est toujours. Mais ce que ça indique bien, c'est que l'Iran se considère comme faible. Parce que sinon, il n'aurait pas le droit de rentrer en négociation. C'est comme si on disait pour un juif, vous avez mangé du cochon. C'est impossible, impensable. Il faut absolument pour eux que la situation soit objectivement une situation de faiblesse. Et à ce moment-là, dans l'intérêt de la nation islamique, la maslaha en arabe, alors on signe un accord qui est appelé à être annulé de manière unilatérale sans aucune condition. Le papier sur lequel ils vont signer n'a aucune valeur. La seule possibilité en cas d'accord, c'est un contrôle très très étroit avec des sanctions très très fortes au cas où il commence à être rompu d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le fait que justement l'économie iranienne est au plus bas, peut-être qu'il va y avoir aussi un soulèvement de la part des opposants au régime, est-ce que cela peut faire pencher le régime d'une manière ou d'une autre? Absolument. On a déjà vu depuis hier, d'ailleurs, un groupe
qui s'est levé en Iran, et sa tactique est de s'approcher des barrages, des Bassiges, et arriver à ce barrage de tirer sur les Bassiges. Donc pour l'instant, c'est un phénomène qui est pas encore très développé en Iran, mais il ne faut pas oublier que les gardiens de la révolution est une minorité entre 100 et 200 000 hommes qui tiennent toute l'économie du pays et qui exploitent de manière éhontée le peuple iranien dans son ensemble, qu'il soit persan ou pas persan, qu'il fasse partie des communautés minoritaires ou de la majorité. Donc, il y a une haine profonde du régime, qui est un régime qui exploite son peuple de manière éhontée, qui tire sur les civils, qui emprisonne, qui met à mort des civils. Et donc, il y a une possibilité comme ça. Pour ça, il faut que les États-Unis et Israël continuent à forcer, à faire le forcing contre le régime et aident. Le président Trump avait dit d'ailleurs la semaine dernière, ou au début de semaine, je ne me rappelle plus exactement, qu'ils avaient fait parvenir des armes aux opposants au régime. Donc il y a une possibilité comme ça qui est non nulle, mais il ne faut pas oublier que le régime, avec ses Bassiges qui comptent en armée régulière des centaines de milliers de soldats et avec les forces de réserve des millions, la situation n'est pas facile et pas aisée pour faire une révolution. Est-ce qu'on peut discerner aujourd'hui qui dirige vraiment l'Iran, notamment cette question autour de Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu, qui a fait des déclarations, mais seulement des déclarations écrites pour le moment, avec un grand point d'interrogation sur son état de santé. Est-ce qu'on peut savoir qui aujourd'hui est à la tête de ce pays ? Du point de vue théorique, celui qui est à la tête du régime, c'est le Wali el-Faqih, c'est le dirigeant, c'est effectivement donc le fils de Khamenei, qui a la Isma, qui est donc infaillible et qui est censé donner les ordres et gérer. On ne sait pas quel est son état de santé, mais de facto, qui nomme ce dirigeant? Qui le nomme? Ce sont les gardiens de la sécurité, de la révolution, qui sont majoritaires dans le corps qui élit le remplaçant du dirigeant au cas où il meurt ou il arrive un accident quelconque. Donc en fait, ceux qui dirigent le pays, ce sont les gardiens de la révolution, personne d'autre. Ceux qui ont tous les moyens économiques, qui ont les moyens militaires, n'oubliez pas que l'aviation, le nucléaire et les missiles sont uniquement aux mains des gardiens de la révolution et pas de l'armée iranienne du tout. Ce sont eux qui dirigent et ce sont eux qui prennent les décisions. Dernière question concernant aussi le rôle du Pakistan dans ces négociations. On a vu que, pour nous en tout cas, qui ne suivons pas peut-être aussi bien l'actualité comme vous, et cette actualité dans cette région, ça nous a surpris que tout d'un coup ce pays joue un rôle important dans ces négociations, et on peut dire que c'est un peu grâce à lui ou à cause de lui que ce cessez-le-feu a été instauré. Comment vous l'expliquez ? Le Pakistan est un pays très fort qui a une arme nucléaire. Il est connu comme étant, d'un côté, musulman profondément. Il y a des mises à mort pour ceux qui disent du mal du prophète ou transgressent des lois fondamentales de l'islam. Et d'un autre côté, s'oppose à l'islam politique radical et qui a une minorité chiite importante. Et en plus, qui a un accord avec l'Arabie saoudite, qui est en guerre de facto avec l'Iran. Donc, du point de vue musulman, il correspond bien à l'image d'un pays neutre entre l'Iran et les pays sunnites qui l'entourent. Par rapport à Israël, il ne faut pas oublier que Maoudoudi a été l'idéologue qui, après lui, a fait naître en fait les frères musulmans, qui est profondément antisémite. Et on a entendu le ministre de la Défense pakistanais dire hier que Israël est un cancer qu'il faut éliminer. Donc vous avez un pays qui, par rapport à Israël, est profondément antisémite. Très bien. En tout cas, merci beaucoup docteur Ephraim Herrera, pour toutes ces explications et cette analyse concernant donc l'Iran et le Pakistan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Où sont passées les couleurs? Gris,
crème, blanc, écru, beige. Et quelle déprime! Ces tristes teintes ternes prétendument élégantes et minimalistes sont partout. Si vous vous demandez si je n'exagère pas un peu, figurez-vous que des chercheurs britanniques ont comparé les objets du quotidien à travers les époques et se sont aperçus que les blancs, noirs et gris représentaient environ 15% des couleurs au début du 19e siècle. Aujourd'hui, près de 50%. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, on a Elisabeth Fischer, responsable du département design à la Haute École d'Art de Genève, qui nous explique la tendance en ces termes. Faire partie du groupe, c'est ça, le confort. Et elle n'a pas tort, Elisabeth. On préfère tous éviter la faute de goût, privilégier la valeur sûre. Rien de condamnable là-dedans d'ailleurs. Après tout, assortir un pantalon jaune moutarde, ça ne s'improvise pas. Ça réclame une force de caractère et une inventivité qu'on n'a pas toujours à 7h du matin. Et puis, qui ne regretterait pas un tapis de bain grenouille ou une horloge flashy rose sous les regards des approbateurs des invités? Vous avez compris l'idée, le classique, le passe-partout, le neutre, ça met tout le monde d'accord, c'est simple. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a toujours été plus confortable d'opter pour la discrétion et la sobriété. Cela dit, nos chercheurs britanniques l'ont montré, c'est aujourd'hui que les couleurs se retirent. En d'autres termes, l'appartenance au groupe importe particulièrement à notre époque. Et vous savez qui parle très bien de cette tendance? Le dernier film de Giannoli, Les rayons et les ombres. Il s'agit d'une fresque historique qui retrace les destins de Jean Lucher, grand journaliste français, et d'Otto Abetz, jeune francophile allemand, deux pacifistes convaincus qui dans les années 20 militent ensemble pour la paix et l'amitié franco-allemande. L'un finira fusillé pour collaboration et l'autre sera condamné. Et c'est pas un spoil, puisque c'est comme ça que le film commence. Bref, ce qui est vertigineux dans cette histoire, c'est que rien ne prédestinait ces hommes à devenir ce qu'ils sont devenus. Ce ne sont ni des monstres, ni des fanatiques, ce sont des gens qui basculent, doucement, progressivement, un compromis après l'autre. À mon sens, c'est un film sur la paresse intellectuelle, sur le confort qui prend le pas sur la pensée. Le quotidien, le plaisir, l'appât du gain balaient les plus grands idéaux. Le mécanisme qui est détaillé nous met en garde et nous interroge. D'abord, éviter l'affrontement, taire ce qui est grave pour ne pas envenimer la situation, mais s'aligner un peu quand même parce que c'est plus simple. Se racheter une conscience à petits coups de service rendu, avec le temps, hurler avec les loups, pas parce qu'on est d'accord, mais pour être tranquille. Et puis, finir quand même par être d'accord. Les loups, sont-ils vraiment des loups d'ailleurs finalement? Et il y a cette phrase absolument géniale dans le film, la lâcheté est toujours subtile, on trouve toujours les mots pour la justifier. Avec beaucoup de fermeté, le film interroge nos opinions, leur pourquoi, leur bien fondé. Il interroge notre peur de détonner, notre capacité à résister à l'air du temps, à s'extraire d'une masse devenue folle, à vivre dans l'inconfort, voire la difficulté lorsque nécessaire. Ce que montre Giannoli, et c'est là que le film est brillant, c'est que le glissement ne ressemble jamais à un glissement, il ressemble à du pragmatisme, à de la prudence, à du réalisme. On ne se lève pas un matin résolu à trahir ses idéaux, on les ajuste, on les nuance et on les met sous le tapis temporairement. En somme, ce film nous invite à évaluer la force et la couleur de nos opinions. À quel point nous appartiennent-elles? Sont-elles les nôtres? Vraiment? Ou sont-elles teintées de ce beige ambiant qu'on a fini par admettre? Fahimeh Robiol. Fahimeh, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour de m'avoir invité. Vous êtes franco-iranienne, vous avez été ingénieure nucléaire en Iran, et puis ensuite vous êtes partie de l'Iran et vous avez arrivé en France où vous avez eu des responsabilités très importantes au sein du commissariat de l'énergie atomique, le CEA en France. Et aujourd'hui, vous êtes chargée de cours en leadership et en négociation dans plusieurs écoles, dont l'ENA, si je ne me trompe pas. Alors, Fahimeh, je voudrais vous poser comme question pour commencer, de quelle manière le cessez-le-feu a été accueilli, d'après ce que vous pouvez entendre, sur la population iranienne? Est-ce que c'est pour eux une certaine de victoire, ou c'est peut-être un soulagement, peut-être même pour eux, que ce cessez-le-feu arrive pour la population iranienne?
Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Je pense que l'interprétation de cette cessez-le-feu était basée sur est-ce que les objectifs de façon décisive ont été atteints. Donc, la population regarde qu'avant, en juin, on disait que on sait que la matière nucléaire est enfouie, mais on est en train de continuer à l'observer. Le 8 avril, on a dit exactement la même chose. Donc, on peut pas dire que cette partie a été atteinte comme objectif et que la population est soulagée. Deuxièmement, on avait dit qu'on n'est plus les proxys ont été affaiblis et on a vu que Hezbollah persiste et en plus le régime iranien affaibli, on en parlera, a fait entrer les Hashd el-Shaabi de l'Irak, des Pakistanais, les Fatemiyoun de l'Afghanistan et qui sont en train de se balader dans les rues un peu partout et le régime les protège avec les mêmes armes qu'a tué les gens le 8 et le 9 janvier. Donc, vous voyez, ce qu'il voit la population, c'est que finalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours? Néanmoins, la population est consciente que avec les frappes chirurgicales israéliennes, il y a eu plus que 50 des commandants et les décideurs des répressions qui ont été éliminés, qu'il y a des sites qu'on n'a jamais imaginé que ça pourrait exister, les sites souterrains pour fabrication et lancement des missiles. Et tout ça, ça a donné, je disais, une sorte d'effroi de dire, il y a 47 ans, le régime, au lieu de s'occuper de sa population, a grossi comme je dirais un animal sans forme et que personne n'a rien vu. Donc finalement dans la population se dit, Netanyahou avait dit, avec tous ces frappes là, on va sécuriser la situation pour que les gens aillent à nouveau dans les rues pour reprendre le pouvoir et se débarrasser de ce régime. Et aujourd'hui, on voit malheureusement les gens ne sont pas dans la rue parce que ils sont épuisés de ce massacre qui a eu lieu, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'internet. Donc ce que je suis en train de vous dire est biaisé par manque de connexion. Et finalement, à leur place, il y a la population du régime dont je viens vous donner les spectres. Dire ils sont soulagés parce qu'on leur avait fait peur avec les menaces de Trump qui va tout détruire, mais néanmoins, ils se disent mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les Israéliens et les Américains vont nous laisser dans la main de ces bandes sauvages que maintenant il n'y a plus de structure, si vous voulez, gouvernance, une fois que Khamenei est mort, enfin éliminé avec ses 50 et plus des commandements, on est parti d'un système de gouvernance vers un système guerrier où les commandants, ceux qui restent, ils vivent cachés dans les hôpitaux ou ailleurs. Il n'y a plus une structure civile qu'on peut imaginer. Donc, les gens sont extrêmement inquiets et que, comme je disais, l'économie est une catastrophe et tous les jours, ils sont en train d'exécuter des jeunes Iraniens sous prétexte qu'ils sont espions des Israéliens ou ils sont les êtres corrompus sur la terre, donc il faut qu'ils soient exécutés à 17 ans, à 19 ans, à 21 ans. Des sportifs, enfin, ça devient insupportable et les Iraniens ont ce sentiment qu'ils ont été vraiment abandonnés. On a l'impression, d'après ce que vous racontez, que
pour justement, si on imagine que on avait parlé à un moment que certains opposants prendraient les armes, qu'il y a eu peut-être des armes qui seraient venues d'autres pays pour essayer justement de faire cette opposition, cette révolution. Mais on a l'impression, d'après ce que vous nous racontez, que quand même pour se soulever, il faut non seulement des armes, il faut des forces, mais aussi il faut une volonté. On a l'impression que cette volonté n'existe plus chez les opposants iraniens aujourd'hui. Alors, quand vous dites opposants iraniens, il faut penser que dans les 90 millions iraniens, il y a 90% qui sont contre le régime. Donc, on peut dire que le régime est en train de gouverner une opposition extrêmement importante, indépendamment de diaspora, j'entends. Mais comment voulez-vous, d'abord dans la conférence de presse de président Trump, il a dit on a envoyé des armes, mais que ces armes-là n'ont pas arrivé, on leur a donné aux Kurdes. Donc ça, c'est quelque chose qui est ahurissant. Comment on a géré cette affaire-là pour que ça n'arrive pas aux personnes qui voudront prendre l'arme. Deuxièmement, quand vous avez vu le massacre et les armes utilisées, les armes de la guerre, comment vous voulez qu'une personne lambda, parce que les Iraniens ne sont pas des Américains qui avaient l'habitude de manipuler des armes, comment voulez-vous, avec un arme léger, les Iraniens aillent dans la rue et puis de s'opposer à un régime que je viens de vous dire, quand vous regardez les images, quand vous voyez les Hashd el-Shaabi qui sont arrivés avec des pick-up dans les rues en Iran, les pick-up ont des mitraillettes et tout ça qui peuvent anéantir dans une seconde le pauvre personne qui est armée. Vous comprenez? Et puis pour être armé, il faut savoir l'utiliser. Ouais. Pour être armé, il faut être organisé. Donc toutes ces choses-là n'ont pas été faites. Donc les gens ont écouté ce qu'on leur a dit. On va sécuriser les villes en sorte que quand vous sortez, vous n'allez pas vous faire tuer. Et de là, de dire, pourquoi les gens prendront pas l'arme, vous voyez, c'est deux narratifs totalement différents. Alors, vous avez écrit un livre sur les femmes en Iran, Femmes, Vie, Liberté, parlons-en, aux éditions Eddy Livre. Alors, est-ce que peut-être justement cette liberté, ce renversement de régime pourrait peut-être venir justement de la part des femmes? Vous avez parfaitement raison. Il faut dire que la première opposition à ce régime a eu lieu le 8 mars 1979, c'est-à-dire 2 ou 3 semaines après l'arrivée, la révolution 1979 en Iran. Et les femmes, parce que Khomeini a fait un fatwa que les femmes devraient aller en tchador au travail. Donc l'opposition des femmes et leur effort pour contrer ce régime n'a pas commencé à la révolution Femmes, Vie, Liberté, mais bien avant. Et les femmes sont celles qui ont payé le prix le plus fort tout au long de ces 47 ans. Et dans la révolution Femmes, Vie, Liberté, c'est les femmes qui étaient les leaders, et avec un événement qui historiquement est inédit, avec les hommes qui étaient derrière eux. Ce qui est totalement inédit dans nos sociétés, un peu partout, notamment dans les sociétés des musulmans. Vous voyez. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les 2 jours où il y a eu le massacre, quand vous écoutiez les slogans, vous entendez davantage les femmes qui faisaient des slogans. Je dis pas que les hommes n'étaient pas là, puisqu'ils étaient en famille dans 120 villes pour faire une manifestation pacifique. Mais en effet, on entendait. Et c'est les femmes qui ont convaincu que ce régime n'a plus de lieu de l'être, qu'il faut qu'il parte, parce que justement,
un des piliers de son existence, c'est la répression en ce qui concerne les conditions des femmes qui étaient présentées par le hijab obligatoire. Et je vous dis hier, toujours dans le sens de propagande, vous avez une vidéo où il y a une très jeune femme dans la rue qui est en train d'être mariée avec un soldat, mais un mariage temporaire d'1 mois. Ce ne peut qu'être considéré comme une prostitution. Une femme qui se marie dans la rue pour 1 mois, ça veut dire qu'on est en train de mettre les femmes de Hajj el-Shabi, les femmes des Fatimiyoun, etc., à la disposition de ces guerriers pour pouvoir justement les satisfaire sexuellement pour qu'ils puissent continuer à réprimer, parce que Hajj el-Shabi ne fait pas la guerre contre l'Israël ni américain. Ils sont pas ce pouvoir-là, mais ils sont là pour réprimer, tuer éventuellement et anéantir tout ce qui peut paraître comme une résistance. Donc vous voyez, la situation en Iran est extrêmement complexe et catastrophique. Une délivrance qui viendra peut-être, en tout cas, en partie grâce aux femmes iraniennes. En tout cas, Fahimeh Robiol, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Radio Kalita. Bonne journée à vous.